dans l'immigration et qui reviendra sur la situation des femmes maghrébines ici en France qui sont pour ainsi dire frappées d'une double discrimination puisqu'elles subissent à la fois les discriminations frappant les immigrés et celles qui... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste commencer par un petit... parce que je pense que beaucoup de femmes comme moi ont été un tout petit peu étonnées par l'étonnement de M. Dahmeni par rapport à la participation des femmes récemment. Je voulais juste rappeler que dans tous ces pays, les femmes ont toujours été présentes depuis le mouvement national et d'avant, qu'elles font partie intégrante des mouvements syndicalistes, des associations, qu'il y a des organisations féministes dans ces pays depuis les indépendances, autonomes des pouvoirs, aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Pour la Libye, il y avait aussi des femmes dans la société civile qui étaient engagées massivement. Donc je voulais juste le rappeler que les femmes n'ont pas émergé dans la foulée des révolutions et qu'elles ne sont pas... et ce n'est pas uniquement un phénomène récent. Alors pour revenir à la Tunisie, à ce qui s'est passé et au rôle qu'ont joué les femmes ou à leur participation dans ce mouvement, dans la vague de changement un peu qui secoue la Tunisie aujourd'hui, les femmes donc, ont toujours été présentes dans la résistance, dans toute l'organisation, dans les organisations de la société civile tunisienne qui résistaient à la dictature de Ben Ali, dans les mouvements syndicalistes, dans le mouvement étudiant syndicaliste, je pensais à l'UGTT, mais également à l'UGET et toutes les organisations politiques. Et si vous voulez, et aujourd'hui, après le 14 janvier, elles sont investies de la même manière dans la continuité des luttes, dans la reconstruction du pays. Il se trouve que autour des 3 mots qui ont été martelés en Tunisie pendant des semaines et qui continuent à être repris partout dans le monde et dans le sud, mais également dans le nord, à savoir liberté et dignité, et autour desquels les Tunisiens en tout cas se sont rassemblés et ont fait corps ensemble, il se trouve que pour les femmes, la dignité et la liberté sont indissociables de l'égalité et que c'est un préalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre dans le mot liberté on ne peut qu'entendre la revendication de l'égalité dans la liberté et dans la dignité pour les femmes parce qu'on ne peut pas être sous-citoyenne et ne pas bénéficier des mêmes droits et se dire vivre en démocratie, dans un pays libre et en toute dignité. Donc c'est ce préalable, donc les femmes tunisiennes l'ont inscrit dans, en tout cas tout de suite, on s'est fait entendre. Je voudrais donner un tout petit, très rapidement, le contexte dans lequel se situent les choses aujourd'hui en Tunisie, parce que je pense qu'on a besoin qu'un certain nombre de personnes ne suivent peut-être pas ce qui se passe en Tunisie au jour le jour, et qu'on n'en parle plus aujourd'hui, ça fait plus la une de la presse, qu'il y a peut-être nécessité de revoir un tout petit peu juste le contexte dans lequel s'inscrivent, et les enjeux, parce qu'on est, nous, dans les enjeux et dans les négociations aujourd'hui, sur cette question-là, puisqu'on est la question des droits des femmes est un enjeu central et fondamental et incontournable du débat politique et public aujourd'hui. Et il est même le débat quasiment autour duquel s'inscrivent toutes les divergences et les négociations. Donc il se trouve que après le 14 janvier, il y a eu la mise en place d'un premier, un deuxième et un troisième gouvernement provisoire. Donc là, on est dans le 3e gouvernement provisoire. Et en même temps, en parallèle, il y a une autre instance pour la réalisation des objectifs de la révolution qui a été mise en place et qui est constituée de partis politiques, de syndicalistes, d'associatifs, mais également de personnalités cooptées et d'experts. Alors, il y a à peu près 160 membres, avec des allers-retours pour certains, en tout cas, il y a eu des retraits hier d'un certain nombre de personnes, et j'en parlerai tout à l'heure. Et cette haute instance a eu la charge de s'occuper du code électoral qui va statuer, en tout cas, pour préparer l'Assemblée constituante. Vous n'êtes pas sans ignorer que les élections ont été reportées. Elles étaient initialement prévues pour le 24 juillet et elles sont reportées pour le 23 octobre. Et donc, actuellement, il y a une instance qui va s'occuper de la supervision des élections sur tout le territoire tunisien, mais également à l'étranger, puisque la diaspora tunisienne va être associée au vote et il y a 19 personnes qui représenteront la diaspora à l'étranger. Il se trouve, et pour rappel, c'est un de nos camarades, Kamel Jendoub, qui est à la tête de cette instance qui s'occupera de l'organisation des élections. Alors, cette haute instance a la charge aujourd'hui, donc elle s'est occupée de ce code électoral, elle l'a mis en place, et je vais être amenée à en parler par la suite sur la question de la parité, et aujourd'hui elle a ouvert 2 chantiers.
Le premier, je ne vais pas en parler parce qu'il ne concerne pas notre rencontre d'aujourd'hui, mais le second nous concerne, en tout cas nous les femmes. Et donc le premier concerne l'organisation des partis, la liberté d'organisation et le financement des partis politiques. Il a été déposé hier, et celui qui a été déposé avant-hier pour la discussion et le vote, hein, parce qu'il s'agit de statuer sur des choses pour en faire, pour les transformer en cadres légaux par la suite, concerne donc ce qui a été appelé initialement le pacte républicain, dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est important, je vais revenir sur le pacte républicain parce que c'est essentiellement autour de l'enjeu femmes et des libertés que se joue ce pacte. Alors, quelle place occupent les femmes tunisiennes dans la société d'aujourd'hui et quelle place dans la société de demain? C'est un peu la question qui se pose et qui s'impose. Actuellement, on dispose d'un code du statut personnel qui a été promulgué en 1956 et qui a un caractère indéniablement moderniste pour son époque, et bien qu'il soit moins inégalitaire que les codes de la famille en pays d'islam, il date quand même de 50 ans. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a une récurrence, vous disposez actuellement du meilleur code, donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc moi j'insiste sur le vieillissement de ce code et son dépassement. Parce que l'esprit même de ce code du statut personnel, et qui a toujours été contesté par les féministes depuis la fin des années 70, il est certes en avance par rapport au reste des pays arabes, mais en même temps, il est intrinsèquement inégalitaire et discriminatoire à l'encontre des femmes. Et il a surtout 50 ans, il ne correspond plus à 100 ans. On n'est plus du tout dans la même logique, dans les mêmes types d'analyse, on n'est plus dans la même société. Les femmes tunisiennes aujourd'hui occupent l'espace public, elles sont majoritaires dans les universités, elles sont à des postes à responsabilité dans les entreprises, elles sont partout dans la société et elles ne peuvent plus continuer à être considérées comme sous-citoyennes ou citoyennes de deuxième catégorie, et encore moins pour les non-musulmanes, parce qu'on a en plus un petit souci sur une hiérarchisation des citoyens en Tunisie. Alors, ce code code du statut personnel, le CSP, ce qu'on appelle communément le CSP, les femmes n'y sont pas considérées comme des personnes titulaires de droits propres, mais comme épouses, mères, filles. Donc on est quand même sur une logique de la construction de la famille, sur quelque chose qui est articulé autour de l'organisation familiale et de l'organisation. Donc on n'est pas du tout sur des droits propres aux femmes. Et la répercussion immédiate, quand on veut essayer de voir en quoi ça pose un problème, on s'aperçoit que les mères célibataires, par exemple, ne bénéficient d'aucun droit. On parle par, elles n'existent pas. Et donc, du coup, on fait du bricolage quand il s'agit de faire face à des situations de mères célibataires et d'enfants nés hors mariage. Et qu'en même temps, cet enfant né hors mariage est complètement dans quelque chose d'extrêmement schizophrénique, dans le sens où le rapport sexuel hors mariage est criminalisé en Tunisie puisque vous risquez 6 mois de prison. Donc vous imaginez, vous faites un enfant, mais l'enfant il est reconnu, il porte le nom de la mère, mais en même temps le père peut le reconnaître, mais il n'aura pas les mêmes droits qu'un enfant légitime. Donc vous voyez, il y a quand même tout un tas de choses qui n'ont jamais été réglées en amont, parce qu'elles n'ont jamais été pensées en amont. Parce qu'on a pensé mère, fille, et on n'a pas pensé épouse, et on n'a pas pensé femme tout court. Donc l'esprit même de ce code et les déclinaisons et tout ce qu'il intègre intrinsèquement comme dispositif font qu'il nous met dans des situations aujourd'hui extrêmement complexes et contradictoires et face à laquelle, en tout cas le droit, essaye de bricoler des réponses. Mais qui font que les femmes n'ont pas les mêmes droits. Par ailleurs, ce code du statut personnel, il est marqué par une filiation identitaire musulmane. Même si le droit tunisien ne se réfère à aucun moment à l'islam, ni à la charia, ni à quoi que ce soit. C'est-à-dire, si vous prenez tous les textes de loi tunisiens et tous les codes existants dans le pays, vous ne trouverez aucune référence religieuse. Aucune. On est dans un pays quasi sécularisé à ce niveau-là, sauf qu'on avait un article 1 de la Constitution qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on n'a plus de Constitution, qui pouvait permettre l'inspiration, ou en tout cas l'identification de l'appartenance musulmane. Et c'est là où on retrouve donc des déclinaisons et des inégalités qui découlent de cette appartenance. Elle réside dans les inégalités dans l'héritage, qui est favorable aux hommes, mais ce n'est pas non plus une application de la charia, je tiens à le préciser, c'est aussi quelque chose qui a été revu et corrigé
et réajustée, elle réside également dans l'interdiction de fait du mariage d'une musulmane avec un non-musulman, qui n'existe pas dans la loi, cette interdiction. Il n'y a aucune loi qui dise qu'une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Par contre, il y a une circulaire, une simple circulaire qui date de 1973. En plus, elle n'est pas apparue en 1956 en même temps que le code du statut personnel. C'est quelque chose qui a été mis en circulation bien après. Il y a quelque chose également qui est inégalitaire, et on retrouve cette filiation religieuse de nouveau sur la question de l'héritage et de l'impossibilité pour une non-musulmane d'hériter d'un mari musulman. Donc vous voyez, on retrouve quand même à chaque fois cette appartenance et cette filiation. Donc il découle en gros que la citoyenne tunisienne non-musulmane n'a pas les mêmes droits qu'une musulmane, et qu'une musulmane, il y a également un droit de contrôle sur sa vie, puisqu'elle n'a pas le droit d'aimer qui elle veut, elle n'a pas le droit d'aller là où elle veut. Et donc, on est quand même sur une hiérarchisation avec trois catégories de citoyens. Les hommes qui bénéficient des droits standards normaux, les femmes musulmanes, les tunisiennes musulmanes qui sont sous-citoyennes, ou citoyennes de deuxième catégorie, et une troisième catégorie, les non-musulmanes, puisqu'on fait une distinction entre musulmans et non-musulmans. Toutes ces entraves et ces inégalités ont fait que lors de la ratification de la CEDAW par la Tunisie, il y a eu des réserves d'émises. Donc vous connaissez la CEDAW, il s'agit de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et qui est intéressante pour une convention internationale parce que les trois quarts n'ont qu'une valeur symbolique, celle-ci est contraignante. C'est-à-dire les États s'engagent à harmoniser leurs droits, à harmoniser les situations, de manière à aller vers l'élimination de toutes les formes de violence. D'où beaucoup de femmes dans les pays arabes se battent par rapport au lever de réserve de la CEDAW, parce que c'est une des rares, en tout cas, conventions, c'est la seule convention internationale concernant les femmes qui est contraignante. Donc, au vu de cet état de lieu par rapport aux inégalités, aujourd'hui, on s'inscrit, nous, dans une nouvelle phase de notre histoire, dans une nouvelle page de notre histoire, à reconstruire la Tunisie qu'on a rêvée et telle qu'on la veut, celle de la dignité et celle de la liberté. Ben, les inégalités entre citoyens ne peuvent persister dans ce contexte. Donc, le préalable à la démocratie, c'est quand même l'égalité citoyenne. Et donc, c'est sous ces termes que la question a été posée de suite par les féministes tunisiennes et par une partie de la société tunisienne, et pas seulement les femmes. Les jeunes ont été aussi dans ce combat tout de suite, au lendemain du 14 janvier, puisque pour ceux qui étaient à Paris le 15 janvier dans la manifestation, il y avait déjà une banderole qui parlait de démocratie et laïcité. Je ne sais pas, donc elle était plus que dans les esprits. Elle était déjà engagée, cette bataille, et je sais qu'on était un certain nombre à l'initiative d'un appel des femmes pour demander la non-régularisation des partis tant qu'il n'y avait pas un pacte réunissant les Tunisiens autour d'un certain nombre d'acquis, qui a été publié dans la presse le 23 janvier. Donc très rapidement, il y a eu un mouvement allant dans ce sens-là de revendication pour poser déjà les termes du débat. Donc les femmes tunisiennes, aujourd'hui, on se retrouve au centre d'un enjeu majeur et déterminant, non seulement pour la Tunisie, moi je pense que c'est dans la région entière, je crois que ça va impulser, il y a une attente, en tout cas nous on le ressent, on le vit, on est énormément observé tout ce qui se passe en Tunisie et ausculté aujourd'hui, parce que cette révolution dans les valeurs universelles est un signe très fort, elle a envoyé un signe très fort vers les autres, parce que c'était pas, les Tunisiens sont sortis pour demander les mêmes droits que les autres, et ils sont inscrits dans l'universel en tant que revendication. Et aujourd'hui, l'égalité par rapport aux femmes s'inscrit dans l'universalisme aussi, et on n'est pas du tout dans cette démarche. Et je pense que la concrétisation en Tunisie, on verra un signalement, en tout cas des signaux extrêmement forts dans le reste de la région. Et on le voit déjà dans comment les choses se profilent. Donc c'est un grand défi qui nous attend, et en même temps, ça nécessite un travail de fond, et sur le contenu et sur le contenant. Et je peux me permettre de parler de contenu et de contenant parce qu'on va écrire notre constitution. Et on va inscrire dans notre histoire nos valeurs et ce pourquoi on s'est battu pendant des années, ben, il va falloir maintenant qu'on le concrétise et qu'on le transcrive réellement dans quelque chose qui s'inscrira dans le temps. Parce qu'une constitution ne se refait pas tous les 3 mois. Et il s'agit de le faire sans contradiction et sans opportunisme. Il s'agit réellement de le faire dans la continuité des batailles qu'on a menées jusqu'à maintenant autour de nos valeurs. Et donc les dés sont quelque part jetés.
Et on a commencé par une première victoire, et là où pour revenir sur le code électoral, puisqu'on a pu obtenir que pour l'Assemblée constituante, il y ait parité. Alors, cette première victoire, elle est historique et elle est porteuse d'une symbolique extrêmement forte. Mais on ne sera pas le seul pays où il y aura la parité, puisque le Rwanda a démarré aussi l'après-Rwanda avec la parité. C'est un signal extrêmement fort. Alors, parce qu'on est sorti de la logique des quotas et des discriminations positives à l'encontre des femmes, on est sorti de toute cette logique où il n'y a plus à négocier sur ce terrain-là. Et à titre anecdotique, je vous le dis quand même, quand il y a eu dans la haute instance la discussion autour de la question de la parité, parce que les associations féministes, il y a eu un gros groupement, en même temps un groupe d'appui pour la parité qui s'est constitué pour faire du lobbying à ce moment-là, et une partie des militants de gauche aussi étaient... Certains pensaient vouloir mettre en difficulté les islamistes, en posant la question. En tout cas, les hommes de gauche ont pensé mettre en difficulté. Les femmes en étaient sur une autre manière de raisonner les choses, parce qu'on nous a proposé les quotas de 30%, et des copines ont dit non, on joue le tout pour le tout. On joue le tout pour le tout, c'est-à-dire soit on a la parité, soit on n'a rien. Et on veut sortir de cette logique des quotas. Et effectivement, elles ont eu raison, puisque le vote a été majoritaire, il y a eu plus de 70% de votants, y compris les islamistes, ont voté en faveur de la parité. Alors, donc cet enjeu de la parité, c'est un signal qui est extrêmement fort en direction de la société, en direction des conservateurs et des plus bigots de notre société, mais c'est aussi l'expression d'une volonté de mettre en place des instances qui soient les plus représentatives de la population. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir aussi entendre, et que les gens, et que les plus jeunes, en tout cas, ont ce souci permanent, et une forme de vigilance permanente à ce que ce soit toujours le plus représentatif possible. Et donc, cette bataille exigeant un équilibre entre les hommes et les femmes au sein des instances dirigeantes, a été menée par les féministes, par des militants de gauche, mais elle a été menée aussi par les plus jeunes dans la société qui ont poussé dans ce sens-là, puisqu'ils étaient les premiers à organiser les manifestations pour la laïcité, les premières marches. Ce n'était pas forcément les associations de femmes qui les ont organisées les premières. Les marches pour l'égalité organisées par les femmes, oui, mais les marches pour la laïcité, c'était vraiment les plus jeunes dans la société qui les ont organisées. Et ils avaient quand même ce souci permanent, et les revendications des femmes ont toujours trouvé écho auprès de cette jeunesse qui baigne dans la mixité, qui a toujours vécu dans la mixité, et qui est dans une logique d'évidence par rapport aux plus anciens. Pour eux, c'est normal. La question ne se pose pas, il n'y a pas à argumenter, il n'y a pas à se battre. Alors, le défi majeur qui reste aujourd'hui, et qui a relevé, c'est celui d'inscrire le principe d'égalité dans la future constitution du pays, tout en étant conscient que son inscription dans la Constitution n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire les hommes et les femmes sont égaux en droit et en tout ce que vous voulez dans la Constitution, que nous on sera contente et on va s'arrêter là. Et on l'a dit. Et on ne veut pas que de cela. Parce qu'on a en tête que la Constitution afghane, elle est égalitaire. Que la Constitution algérienne, elle est égalitaire. Ça n'empêche pas qu'il y ait des droits, des codes de famille abjects et infâmes en parallèle, qui ne sont pas invalidés constitutionnellement ni quoi que ce soit. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est la séparation des sphères politiques et religieuses, de manière à ce qu'il n'y ait à aucun moment l'intrusion du religieux dans l'inspiration de la loi ou dans la promulgation de loi en tout cas. Donc, notre bataille fondamentale, elle tourne autour de cela aujourd'hui, et on mesure en même temps la gravité du moment, et une partie des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui ne veulent pas laisser place, en tout cas à l'inconnu, et affronter l'Assemblée constituante, en ayant, sans avoir posé des jalons en amont. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, on rentre même depuis 2 mois et quelques maintenant, il y a eu un pacte républicain qui a été rédigé, signé par un certain millier de personnes, des milliers de personnes ont signé ce pacte républicain, et ils l'ont proposé pour que ça soit, en tout cas à tous les partis politiques, et ont fini par le signer. Ils portent sur 16 points, oui je abrège. Et ils portent sur 16 points ce pacte républicain, et les 16 points, 2 points fondamentaux, en tout cas nous concernant les femmes, concernent la séparation des sphères politiques et religieuses, et le principe d'égalité, l'élimination de toutes les lois, la préservation des acquis et la consolidation des droits.
dans le sens égalitaire. Donc ce pacte a été soumis aux partis et ils étaient d'accord. Aujourd'hui, la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution s'est saisie de ce pacte, a refait une copie que je trouve en deçà de ce qui a été fait au préalable, et aujourd'hui il a été soumis à discussion pour le proposer comme préambule de la Constitution. C'est-à-dire c'est un texte qu'on se veut rempart, qu'on se veut bouclier, en tout cas, pour rentrer de manière dans cette Assemblée constituante de manière sereine, pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à des acquis de la société, pour qu'il n'y ait pas de recul en termes de droit aujourd'hui en Tunisie. Alors, je vais abréger, donc, juste un petit commentaire. Dans le texte qui a été déposé jeudi, donc le 16, je fais une traduction rapide des deux passages qui nous intéressent. La séparation de la sphère religieuse et de la sphère politique, donc qui est inscrite, et la conservation des acquis du CSP, du Code du statut personnel, et sa consolidation par les lois garantissant l'égalité totale entre les sexes. Donc c'est ce qui est spécifié parmi un certain nombre de points, avec un maintien de l'ex, et l'ex-futur peut-être, j'en sais rien, mais l'ex et actuel article 1 de la Constitution, à savoir c'est un pays arabe avec une religion l'islam, mais en même temps avec un article portant sur la séparation des deux sphères. Donc voilà, très rapidement. Donc notre bataille, je vais conclure, notre bataille aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de nos batailles dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qui émerge au lendemain du 14 janvier. Et autour de la Constituante, nous allons, nous allons œuvrer à supprimer toutes les lois et les dispositifs discriminatoires à l'encontre des femmes et la levée des réserves concernant la CIDO. Et d'ailleurs, actuellement, la FIDH a lancé un appel à la Tunisie pour la levée des réserves, et les copines tunisiennes sont sur cette bataille actuellement. L'instauration de l'égalité effective entre les femmes et les hommes et le renforcement de la présence des femmes dans les postes de décision. Et on se battra en faveur de la mise en place d'un projet de société qui favoriserait la séparation entre la sphère religieuse et politique, et on va se battre contre toutes les formes de régression qui imputent aux femmes des problèmes de chômage, de dégradation morale aujourd'hui, qui sont à l'œuvre et qui sont extrêmement actifs sur le plan politique et sur le terrain aujourd'hui. Donc l'obtention de l'égalité est de notre ressort aujourd'hui. Moi ce que je dis, c'est à nous aujourd'hui maintenant de relever de ce défi, à nous de nous présenter sur des listes électorales, à nous d'appuyer des listes qui sont favorables à nos droits et qui portent nos revendications, à nous de nous battre pour être tête de liste également, parce qu'on sait que dans le mode de scrutin qui a été choisi, la parité, il va falloir la traduire en présence, parce que la parité, ça ne veut pas dire que d'emblée, il y a 50% de femmes. Ça veut dire qu'on donne la chance pour qu'il y ait 50% de femmes. Donc aux femmes maintenant de se battre pour être tête de liste, pour être au maximum présente. Et donc c'est la bataille qui est aujourd'hui la nôtre. Et je conclurai par un slogan qui a été donné par une copine, Faiza Skandrani, qui a dit « Il faut penser parité et agir égalité ». Et donc, nous avons décidé que nous ne serons pas les dindons de la farce et on ira jusqu'au bout de notre combat. On dénoncera tous les partis qui porteront atteinte à nos droits, on dénonce y compris des partis de gauche qui sont aujourd'hui dans un flirt assez indécent avec des islamistes et des partis conservateurs. On dénoncera tout ce beau monde parce qu'on n'a pas du tout envie de nous retrouver à la case départ.